à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backlight. Un Backlight un petit peu spécial, un Backlight rétro, pas vrai monseigneur? C'est vrai, un Backlight rétro, un nouveau concept pour soutenir les cinémas. Voilà. C'est ça, on voulait aller au ciné, puis il faut avouer qu'il n'y a pas grand chose en fait. Donc oui. voilà, et il se trouve qu'en ce moment les cinémas font des rétrospectives. C'est ça. En fait, on était allé voir 8 fois Tenet et on n'a toujours pas compris. Alors au bout d'un moment, on s'est dit, bon allez, on va aller voir autre chose, quoi. On est donc allé voir Jurassic Park. Tout à fait. Donc voilà, c'est pas Jurassic Park 2, Jurassic Park 3, Jurassic World. Non, Jurassic Park, sorti en 1993 Oui. de Steven Spielberg. Le grand. Voilà, c'était la première fois qu'on le voyait. Non. Clairement non. C'était pas la première fois. Non, on l'avait déjà vu, mais voilà, on s'est dit c'était l'occasion voilà, d'inciter un petit peu les gens à aller au cinéma. Oui. Et puis pour nous de revoir ce classique finalement et d'en parler, voir si on peut faire un backlight rétro comme ça sur un film qu'on a déjà vu, un film qu'on connaît par cœur, un film culte, faut le dire. Ah oui, totalement culte. On en profite pour remercier le cinéma EuropaCorp La Joliette, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. C'est vrai. Voilà. Et oui, donc... Alors, ça va être que du spoil, hein, parce que le film est sorti en 93. Les gars, donc, si vous l'avez pas vu... Voilà, si vous l'avez pas vu, on considère que c'est tant pis pour vous. C'est ça. Est-ce qu'on fait un petit pitch du film? Allez, osons un petit pitch, quoi. Je te sens d'humeur pitcheuse. Oh, bah allez, rapidement, très rapidement, parce que je vais pas vous raconter ce que vous connaissez probablement déjà. Mais voilà, c'est l'histoire d'un milliardaire qui achète une île au large du Costa Rica et qui décide de créer un parc d'attractions qui tourne autour d'une attraction très particulière qui sont les dinosaures. Et donc, on est avant l'ouverture du parc au public et il va devoir, donc mis en garde par ses actionnaires, il va devoir faire avaliser le parc par des scientifiques. Donc il choisit de son côté, lui, deux paléontologues. Et puis il y a son avocat qui choisit un mathématicien. Voilà. Un mathématicien théoricien du chaos. C'est ça. Et il va devoir leur faire visiter le parc. C'est ça. Et les convaincre. Sauf qu'il y a une petite manigance autour de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises concurrentes à InGen qui est l'entreprise qui gère le parc Jurassic Park, qui essaye de récupérer de l'ADN de dinosaures, et donc il va se passer tout un tas de péripéties qui vont voir les dinosaures libérés dans le parc, voilà, finalement. Voilà, disons que c'est pas un plan qui va se dérouler sans accroc. Voilà, c'est ça. Tout ne va pas se passer comme prévu. C'est ça. Voilà. Et après, effectivement, tout un tas de péripéties avec nos personnages. Voilà, Ian Malcolm, Sam Neill, c'est professeur Grant. Docteur Grant, ouais. Voilà, Grant, sa meuf. Oui. Et c'est professeur Sattler. Voilà, et c'est les petits-enfants les enfants de John Hammond. De John Hammond, voilà. Oui, tout à fait. Enfin, les petits-enfants de John Hammond, voilà. Voilà, qui vont se retrouver un petit peu coincés dans ce parc au milieu de tout un tas de dinos. C'est ça. Plus ou moins joasses, on va dire. Ils vont essayer de les bouffer. Voilà. C'est ça. Écoute, on va pas déroger au principe du backlight, on va partir en top et flop, ce qui va peut-être pouvoir nous permettre de passer au reste du film. Bon, on va pas vous mentir, c'est un classique, donc. Oui. Mais c'est peut-être ça qu'on va peut-être commencer par ça. Ton flop, monseigneur. Alors, juste, je vais préciser avant que on l'a vu donc au ciné, ce qui est chouette de le revoir au ciné, et on l'a vu en VO. Oui. Et c'était la première fois qu'on le voyait en VO. J'ai toujours vu en VF. Ouais, moi aussi, je l'avais toujours vu en VF jusque-là. Voilà, donc est-ce que tu peux trouver un flop à ce film? Mon flop, c'est la VO, justement. Ah voilà. Voilà. C'est la VO. En fait, on est tellement habitué. Alors oui, peut-être que c'est de la nostalgie, etc. Mais en fait, quand ils vont caster des voix pour faire la VF, surtout à l'époque, c'est très différent aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup moins de moyens qui sont mis sur la VF. Mais disons qu'ils vont aller chercher vraiment des timbres de voix très particuliers qui vont incarner chaque personnage. Et les doubleurs vont aussi rajouter un jeu supplémentaire sur le jeu des acteurs. Et franchement, il y a des vannes qui en VF me faisaient vraiment marrer, et en VO...
Ouais, mais après, j'ai trouvé que ça tombait à plat. Est-ce que c'est pas parce que le fait de le connaître par cœur, c'est-à-dire que tu connais tellement par cœur, tu attends la réplique. C'est sûr. Et du coup, c'est pas exactement la réplique que tu connais. Mais au-delà de, c'est pas la même la réplique. C'est-à-dire que bon, les acteurs, ils ont leur voix qui est moins typée que la VF. Donc c'est un peu plus plat, je trouve. C'est un petit peu plus plat. Et bon, c'est pas gênant, hein, je veux dire. Mais j'ai trouvé la VO vachement moins bien que la VF. Alors oui, il y a peut-être un brin de nostalgie derrière tout ça, mais pas que. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Voilà, bon, c'est anti-flop. Après, pour aller un petit peu plus loin, peut-être que juste ça, moi, le truc qui m'a toujours un petit peu, et c'est vraiment très léger, mais qui m'a toujours un petit peu dérangé dans Jurassic Park, c'est un peu la morale qu'il y a autour de ça, de la vie qui trouve toujours un chemin. Voilà, je trouve ça un petit peu forcé, c'est-à-dire que les personnages, dès la première minute du film, dès qu'ils arrivent dans le parc, ils sont tous très réticents à ce qu'ils voient. Et Ian Malcolm qui explique que on peut pas contenir la vie. Enfin, ils sont tous, pourtant, c'est des paléontologues, ils sont très contents de voir des dinosaures, mais très vite, ah oui, mais non, mais on sait pas, mais peut-être, mais enfin, ils se posent beaucoup de questions. Et ils sont tous très, bon, c'est ce qui fait que le film fonctionne aussi, évidemment. Oui, mais je trouve que la morale qu'il y a autour je la trouve un peu naïve, voilà. Okay, c'est le truc qui m'a toujours un petit peu gonflé, et ce twist de finalement les dinosaures ils peuvent se reproduire parce que il y a de l'ADN de grenouilles et que c'est des grenouilles qui peuvent changer de sexe potentiellement, on n'en sait rien, mais du coup oui, puisque les dinosaures changent de sexe. Enfin, tout ça va un peu très vite, et disons que les scientifiques, ils ont réussi à recréer des dinosaures, mais ça, ils l'ont pas vu venir, tu vois. Donc, il y a un côté un peu naïf sur ça, voilà. Mais moi, c'est pas un gros flop. En le revoyant, je me suis dit, tu vois, je suis pas hyper d'accord avec ça, parce qu'il y a un côté, en fait, c'est un côté très tragédie grecque, quoi. Avec effectivement ce truc, on vous dit attention, ne jouez pas à Dieu, ne vous prenez pas pour Dieu, ne vous prenez pas pour Dieu. Et forcément, les dieux se vengent. Je suis d'accord. Mais si tu veux, c'est pas, comme je te dis, c'est pas un gros flop. C'est juste que je trouve pas ça très subtil, et c'est un peu, c'est un peu une locomotive qui est lancée au début du film, et tu sais que elle va arriver, enfin, tu vas rentrer dedans, quoi, tu vois. Donc voilà. Bon. Les choses vont mal se passer, mais ça tu le vois dès la première minute du film. De toute façon, moi ce que je trouve bien, c'est que Spielberg quand même, il arrive un peu à déjouer les attentes qu'on a. Alors que nous on le connaît par cœur, donc on sait ce qui va se passer. Faut se remettre dans la tête de quelqu'un qui découvre le film, et quelqu'un qui découvre le film, il sait que dans ce film-là, il va y avoir des dinosaures. Voilà. Donc, dès la première scène, Spielberg fait cette scène avec le vélociraptor qui sort partiellement de sa cage, qui bouffe un mec. On a tout de suite le danger du dinosaure qui est exposé, et du coup il est présent dès le début, ce qui fait que on comprend d'autant plus la réaction des personnages, sauf que les personnages ils n'ont pas vu cette scène là, donc voilà, je trouve que nous on sait que ça va être le Sbull, quoi. Oui, mais on sait, arrête avec le Sbull, c'est son mot, le Sbull, en ce moment il répète que ça, mais oui voilà, mais si tu veux, je trouve que les personnages anticipent un peu trop sur le Sbull futur, quoi, alors que normalement ils devraient être émerveillés de tout mais ça, moi, c'est quoi, marrant, voilà. j'ai trouvé que ça marchait bien, parce que justement je me suis dit, là en le revoyant, qui de mieux que un paléontologue, un mathématicien, c'est-à-dire des gens qui sont finalement du métier, pour mesurer le vertige que c'est de voir des dinosaures. Et là, en le revoyant, c'est-à-dire quand il explique qu'on est séparé de 65 millions d'années des dinosaures. Voilà, c'est pour les gens de... Je suis sûr qu'il y a plein de gens, tu leur demandes, ils peuvent pas te donner ce chiffre. Se représenter ce que c'est 65 millions d'années, c'est pas possible. Et puis, tu vois, les dinosaures, oui, c'était avant, mais bon, voilà, qu'est-ce que ça représente, quoi. Il y a des gens qui croient encore que les hommes ont vécu en même temps que les dinosaures. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais que c'est là où c'est malin, c'est-à-dire que c'est ces gens-là qui effectivement peuvent mesurer le vertige que c'est de rencontrer des dinosaures, le fait que l'homme et les dinosaures soient présents en même temps sur la planète, quoi. Et voilà, moi je l'ai plutôt vécu comme ça, tu vois, finalement. Oui, non, mais encore une fois, c'est un film que j'adore. Pour moi, c'est le meilleur film, je pense, de mon enfance, même devant Star Wars, quoi. Donc, c'est dire. Voilà. Non, mais parce que il est tellement... Enfin, je veux dire, il est tellement parfait. Je veux dire, il est tellement... c'est tellement du grand spectacle, c'est du jamais vu à l'époque. Je veux dire... il a réinventé la vision qu'on a des dinosaures, quoi, voilà. Donc, et en plus, avec du réalisme qui était
à l'époque, je veux dire, c'était fou, quoi. Je veux dire, d'avoir des dinosaures que... Alors, c'est sûr, les effets spéciaux ont un peu vieilli, mais c'est parfait. Pas tant que ça. Parce que tu me fais ma passe décisive pour mon flop à moi. Et du coup, je vais préciser qu'évidemment, c'est pas un flop sur le film, c'est un flop sur cette vision-là du film, c'est-à-dire cette nouvelle vision, voir le film 27 ans après sa sortie au cinéma, quoi. Et j'allais dire les effets spéciaux, il y en a qui ont vieilli. Et pas tant que ça, en fait, hein, pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout dégueulasse. Mais cela dit, en fait, on a l'œil qui est maintenant tellement aiguisé, on a vu tellement des effets spéciaux bien réussis. Bon, voilà, on en a vu beaucoup. Et de le revoir, là, on voit un peu les défauts. Et notamment, la première fois qu'on voit le brachiosaure, la première fois qu'on voit un dinosaure dans le film. C'est celui qu'on voit le plus. Mais voilà. Je vais te dire, franchement, je suis plus choqué par en revoyant Avatar. qu'en revoyant Jurassic Park. Peut-être. Moi, j'ai pas revu Avatar depuis que je l'ai vu au ciné, tu vois. Revois-le, tu verras. Mais non, mais en même temps, j'ai pas été choqué. Mais c'est juste que en le revoyant cette fois-ci, je me suis dit, c'est marrant parce que vraiment à l'époque, c'était parfait, quoi. C'est ce qui se faisait de mieux en effets spéciaux et on voyait absolument rien à l'époque. Et maintenant, en fait, je me suis rendu compte de ça. En fait, mon flop, il vient de là, c'est que je me suis rendu compte que on avait l'œil tellement entraîné à voir des effets spéciaux réussis que du coup là on voit les défauts. On voit par exemple quand on ajoute un petit peu de fumée pour pas trop voir quand c'est la nuit, voilà, exactement. Voilà. Et maintenant on a un petit peu l'habitude quand de il y a du flou, par exemple avec la scène avec les Gallimimus, t'as beaucoup de flou de mouvement, mais bon, Spielberg il est pas con en même temps, je veux dire, c'est quand même le mec qui a fait Les Dents de la Mer avec un requin dégueulasse en essayant de pas le montrer. Voilà, donc il sait les limites du truc et il fait en sorte que ça fonctionne. Oui. Je veux dire, ça fonctionne encore aujourd'hui, tu vois. Je veux dire, ça te sort pas du film, quoi. Alors qu'il y a des films qui sont sortis bien après et qui fonctionnent pas du toujours pas, qui fonctionnaient pas déjà au départ. Et voilà. Voilà, bon, c'était pour nos flops, c'est parce qu'il fallait des flops. En vrai, évidemment qu'on n'a pas envie de mettre de flops à ce film, mais voilà, j'ai envie de dire, c'est pas des flops pour le film, c'est des flops sur ce visionnage. Tu vois, un peu toi comme moi. Toi, c'est la VO. Oui. Et moi, c'est de revoir ces effets spéciaux-là. On va passer au top. Tiens, c'est un film que tu connais par cœur. Je vais te demander un top, ou des tops d'ailleurs. Mais peut-être des tops que, encore une fois, sur ce visionnage, c'est-à-dire des trucs que tu aurais repérés aujourd'hui, un top que tu t'es dit aujourd'hui et que tu n'avais pas forcément en tête avant de le revoir. Moi, j'avoue, j'avais un peu peur. Le connaissant vraiment par cœur, je me suis dit, je vais me faire chier. Parce que ça m'est arrivé de revoir Jurassic Park avec des amis qui ne connaissaient pas. Ou, voilà. Et quand c'est chez moi, comme ça, devant la télé... des fois, au bout d'un moment, quand tu connais beaucoup un film, t'en as plus rien à foutre, quoi. Ouais, tu passes un peu à côté. Et là, le voir au cinéma, j'avoue, ça a marché, quoi. J'ai vraiment été dedans jusqu'à la fin, quoi. Et j'avais vraiment l'impression, ça change vraiment. C'est con à dire, mais de le voir au cinéma, ça change tout, quoi. Avoir le son qui va, c'est cool. Et ça, là-dessus, vraiment, c'est mon top. Donc, n'hésitez pas à aller revoir des films que vous avez jamais vus au cinéma. C'est surtout ça, en fait, le truc. Bon, si vous l'avez déjà vu au cinéma, c'est différent. Mais voilà, moi, j'avais jamais vu Jurassic Park au cinéma. Et voilà, pour ça... Tu l'avais pas vu au ciné ? Non, j'ai jamais vu au ciné. Je l'avais en VHS. Voilà. En VHS dégueulasse. Voilà. Après, je l'ai eu en Blu-ray 3D, machin. Enfin, voilà. Ce que j'ai redécouvert... une fois de plus, c'est vraiment la finesse d'écriture, quoi. Voilà, c'est-à-dire que il y a beaucoup de fusils, de fusils de Tchekhov, mais c'est pas vraiment des fusils de Tchekhov, mais ils sont très discrets. Ils t'introduisent bien une notion que tu vas retrouver plus tard, mais sans en faire des caisses, quoi. Sans montrer, attention, ce truc-là, à la fin, tu vas le retrouver. Je veux dire, il y a des trucs très cons, mais voilà, très discrets. Je sais pas, par exemple, quand ils arrivent en hélicoptère, ils arrivent pas à attacher leur ceinture, là, ils galèrent, machin et tout. Et t'as le professeur Grant qui attache sa ceinture comme ça. Ça veut dire... Ce mec, en fait, la technologie, tout ça, c'est pas trop son truc. Bon, c'est introduit aussi avant quand il touche l'écran. Il pannerait aux ordinateurs. Voilà. Mais voilà, c'est un peu un mec de la débrouille, quoi. Tu vois. Et en fait, avec des petits trucs cons, tu vois, je veux dire, on t'a pas fait une caisse sur regarde, machin. Ouais, c'est un peu un aventurier, un peu un mec de la débrouille et tout. Le Dilophosaure, on en parle à un moment, et en fait, on va le retrouver plus tard dans le film. Donc, il n'est pas laissé à l'abandon. Il y a plein de petits éléments comme ça sur l'intelligence des raptors qu'on te
on te le tease un peu au début et puis voilà, tu le retrouves à la fin. Ouais, c'est vrai. Plein de petits ça, éléments. C'est de l'écriture, ça. Ça, c'est vraiment de C'est l'écriture. ça, c'est-à-dire que l'écriture est vraiment fine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail, c'est de la dentelle, quoi. C'est-à-dire que chaque élément sert à quelque chose, chaque élément va t'expliquer un peu plus les personnages, ne serait-ce que les petits dialogues qu'ils ont. Il y a beaucoup de dialogues quand même dans Jurassic Park. Hein. C'est un film vrai. Très verbeux, si je puis dire. Non, mais c'est vrai, ça c'est à la limite un truc que ça m'a marqué là, dans ce visionnage-là. Parce qu'en fait, j'ai pas arrêté de me dire, mais est-ce que ce film, s'il sortait aujourd'hui, est-ce que ça marcherait, tu vois ? Et je me suis dit, il y a peut-être trop de dialogues. Il y a peut-être pas assez d'explosion. Pas assez d'explosion, ouais, c'est pas assez Marvel, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues. Et pourtant ça marche, quoi. Enfin, voilà. C'était mon top. Alors écoute, je vais enchaîner avec mes tops, ça tombe bien parce que comme ça t'a parlé de l'écriture et ça me permet de pas parler de ça parce qu'effectivement l'écriture elle est vraiment très soignée, elle est parfaite. En fait, moi j'ai 2 tops. Et en fait pour moi, là en le revoyant, c'est marrant parce que moi je l'avais vu au cinéma donc quand il est sorti. Et pour moi ça restait, et je l'ai revu après, ça restait un très bon film et tout ça. Là, en le revoyant, je me suis vraiment dit, en fait, c'est le film parfait. Voilà, c'est vraiment le film parfait sur quasiment tous les points. Et il y a 2 trucs, moi, qui m'ont marqué là dans ce visionnage, c'est le souci du détail dans la mise en scène. Et c'est incroyable. Alors, il y a des trucs qu'on connaît par cœur, comme le verre qui tremble là. Oui, ça, c'est donc fou, voilà, le verre qui tremble, c'est très connu. Alors en plus, Spielberg voulait un certain tremblement qu'il n'arrivait pas à obtenir. Finalement, ils ont accroché une corde de guitare au verre pour qu'il vibre comme il voulait, etc., etc. Donc voilà, c'est le soin apporté au détail. Et je l'ai repéré en fait à plein d'endroits quand l'œuf de dinosaure éclot dans les mains et tout, c'est pareil, ce soin du détail. Et en même temps, on sent le plaisir de la mise en scène à comment est-ce que je vais arriver à mettre en scène un œuf. On imagine les petits trucs qui sont derrière pour pousser l'œuf en dehors et tout. Oui. C'est génial. Un autre détail qui me revient comme ça, quand les gamins sont planqués dans la cuisine et qu'il y a le vélociraptor qui arrive et qui arrive devant la porte, quoi. Ouais. Il y a un petit hublot sur la porte. Et qu'est-ce qui va nous faire la peur ? On ne voit pas le truc et il souffle, ça fait un truc de buée sur la porte. Voilà. Et ça, c'est vraiment le genre de détail de mise en scène génial. Et en fait, géniaux, pardon. Et en fait, je me suis rendu compte que Jurassic Park, il n'y en a pas 2-3, quoi. Il en est truffé. Voilà. Il y en a partout, tout le temps. Et voilà, c'est ce soin apporté au détail de la mise en scène. C'est vraiment... En fait, je me demande si j'ai déjà vu ça ou si j'ai revu ça depuis c'est rare, dans un autre film, quoi. Tellement il y en a. C'est vraiment des trucs de réalisateur. C'est vraiment des trucs de cinoche, ça. Ouais. Arriver à montrer un truc sans le montrer vraiment, tout sur du hors-champ avec un détail qui vient d'ailleurs. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ? Et puis un autre truc, c'est un film avec des séquences, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans le cinéma aujourd'hui... les grands blockbusters, t'as de moins en moins ça. Tu vois, tu regardes les Marvel, c'est assez décousu. Alors, t'as une séquence d'une bataille finale ou de trucs comme ça, mais t'as plus ces sortes de séquences fortes. Je veux dire, Jurassic Park, c'est une tonne de séquences fortes. T'as la découverte du brachiosaure au début, qui est ouf. Enfin, je veux dire, t'es comme un gosse devant cette séquence-là. T'as la séquence dans la cuisine à la fin. T'as toute la scène du tyrannosaure, quoi. Je veux dire, avec la bagnole, machin, etc. T'as quand la bagnole, elle tombe de l'arbre. T'as quand ils font bouffer le brachiosaure, tu vois, quand ils sont dans l'arbre. T'as parlé de l'œuf, là, l'œuf qui naît. T'as la séquence avec le monsieur ADN, là, où on explique le truc. T'as la séquence avec le dilophosaure. C'est hyper riche, quoi. Et encore, j'en oublie plein, quoi. J'ai la séquence avec l'autre qui chasse le vélociraptor, là aussi, à la fin. T'as... c'est hyper riche, quoi. Quasiment chaque tricératops, séquence tu vois, le tricératops. T'imagines le nombre de scènes cultes, je veux dire, le nombre de chaque séquence de trucs, de séquences fortes que tu identifies vraiment. Enfin voilà, moi c'est ça que je trouve fou, quoi. Je veux dire, maintenant souvent dans les blockbusters, alors bon, on critique beaucoup Marvel et tout, mais t'as pas ça, quoi. T'as un espèce de flow continu d'action du début jusqu'à la fin. En fait t'as 2-3 millions de dollars shot, quoi. Tu vois ce qu'on appelle. C'est ça. C'est voilà, des séquences qui vont coûter beaucoup d'argent, en fait, avec beaucoup d'explosions, de trucs, de surenchère, et puis pas vraiment de séquences fortes, mais encore une fois, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'elles sont fortes
pas parce que c'est beau, pas parce que c'est joli, mais c'est l'écriture. Ouais. L'écriture et la mise en scène. Tu vois, je peux même t'en citer encore tout, 50, quoi. Je veux dire, la scène avec les Gallimimus, la scène où le gosse, il se fait électriser, machin. Enfin, la scène où l'autre, elle rallume l'électricité en même temps. Bon, c'est en même temps que l'autre où il se fait électrocuter, quoi, le gosse. Mais, je veux dire, c'est fou, quoi. Je veux dire, c'est assez même ouf. la scène où il découvre les fossiles, tu vois. Je veux dire, c'est une... En fait, chaque séquence, presque de tout le film, quoi, c'est... un truc culte, quoi. On est comme deux gamins. Non, mais oui, mais c'est vrai, mais c'est ce qu'a voulu Spielberg aussi lui-même. Il était comme un gamin. C'est clair, c'est vraiment un gamin. Et donc, moi, je vais rajouter un deuxième petit top, pareil, que j'ai redécouvert là dans ce visionnage. C'est que Spielberg, c'est vraiment un réalisateur, un cinéaste du grand angle. Et moi, j'adore ça. Voilà, j'adore les réals qui savent manier le grand angle. Scorsese est un réal de grand angle. Il adore le grand angle, il l'utilise beaucoup. Et Spielberg, en fait, c'est pareil. Et il le manie à la perfection. Tu vois la différence parce que c'est un truc qu'on utilise beaucoup en France, dans le cinéma français, le grand angle. Notamment les grands angles sur les visages, sur les tronches, pour déformer les visiteurs, Vidocq, si vous avez vu ce genre de film. Et souvent, c'est mal fait, tu vois. Et Spielberg sait le faire, quoi. Et du coup... En fait, c'est un tel plaisir immédiat de voir comme ça du grand angle et une difficulté en même temps parce que du grand angle avec des dinosaures, voilà, ça veut dire qu'on va voir des dinosaures. Voilà, on va les voir exactement. Et du coup, il a été intransigeant avec ça. Il n'a pas fait un truc tout au 135 mm où tu verrais que des petits bouts de trucs. Non. Et pourtant, il joue avec ça, avec le fait que tu les vois pas, les dinosaures au début. Il joue avec l'attente du spectateur qui va se dire putain, quand est-ce que ça va arriver Complètement. Et du coup, il fait beaucoup de trucs sur les yeux. Enfin, bon, ça, c'est pareil, c'est un truc que j'ai redécouvert, le nombre de plans sur les yeux des dinosaures. Notamment. Il y en a dans la première, et puis après le tyrannosaure dans la voiture, l'œil qui apparaît. Qui se dilate et tout. Enfin, et les vélociraptors aussi, où on voit beaucoup leurs yeux. Donc, c'est ce qui les rend vivants, en fait. Ouais. C'est les yeux, quoi. Complètement. Je pense que là-dessus, il a mis vraiment le doigt. Le dernier rapide, top, pour moi, c'est aussi la musique de John Williams qui donne vie. Non, mais en vrai, je veux dire, ça donne vie au film de façon... Elle est terrible. Enfin, voilà, je veux dire, sans... le mec, il n'a pas éteint son téléphone. Non, mais on l'entendra pas. Si tu n'avais pas fait la réflexion. Mais la musique de John Williams, le film serait totalement différent, mais on peut dire la même chose avec Star Wars, on peut dire la même chose avec Indiana Jones et avec beaucoup d'autres films. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller le revoir. Il passe en ce moment dans les ciné. Oui, et puis il n'y a pas que ce film-là, il y a une trilogie Spielberg en ce moment, puisqu'il y a E.T., il y a Les Dents de la Mer, et Jurassic Park aussi. Moi, je vais peut-être aller revoir Les Dents de la Mer si j'ai le temps, parce que j'adore ce film aussi. Voilà, je suis un grand fan. En tout cas, voilà, allez au ciné, c'est important, de continuer à vivre et puis à faire vivre les commerces, les espaces culturels. Surtout qu'on va fermer nos restaurants et nos bars, donc il nous reste les cinémas, donc allez-y. On respecte, on met le masque et tout ça, mais on va au ciné quand même. Et puis voilà, on va quand même se quitter avec une petite note en aioli, monseigneur. Oui, c'est vrai, 5. Voilà. Évidemment. Moi, je peux pas avoir dit juste avant que pour moi, c'était le film parfait sans mettre 5 aioli aussi. C'est ça. Donc, voilà, c'est 5 aioli, on peut pas faire autrement. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait ce petit backlight rétro avec vous. Voilà, je sais pas, dis-nous dans les commentaires si ça vous plaît qu'on fasse comme ça des films un petit peu plus vieux. En toute façon, en ce moment, on n'a pas tellement le choix, donc on va quand même au cinéma les voir. Voilà. Et puis après, voilà, vous nous dites, et puis voilà, on fera peut-être d'autres backlights rétro comme cela. À très vite, les copains. À bientôt. Ciao. Ciao.